Madame la ministre, monsieur le ministre, cher Michel, chère Martine, chère famille de Daniel Cohen, notre gratitude est très profonde avec Jean-Olivier Hérault, avec Claudia Sénic qui dirige le CEPREMAP, de vous accueillir pour ce dernier moment d'une journée qui a la particularité d'avoir pour titre un nom propre, qui est la journée Daniel Cohen. Nous sommes profondément honorés de votre venue, émus aussi par la présence à la fois de la famille et des hautes autorités de la République pour cette journée. Nous, de notre côté, en tant qu'institution, l'École normale supérieure, Jean-Olivier le dira pour l'École d'économie de Paris et le CEPREMAP, nous voulions vous assurer de tout notre engagement pour poursuivre le travail de Daniel Cohen et tout ce que cette incroyable journée de témoignages et de discussions a incarné. Nous voulions simplement, avant de vous passer la parole, indiquer que de mon côté, je vais rappeler, mais Michel Cohen en dira un mot dans un instant, que nous sommes heureux aussi de vous annoncer le lancement de 2 initiatives, une chère Daniel Cohen, dont le projet est évidemment essentiel pour l'École normale supérieure, où ce sera un poste plein, et pour l'École d'économie de Paris, où sa recherche se ferait, avec la perspective d'une dotation financière qui permettrait, par l'action du mécénat, de la campagne de la fondation de l'École normale supérieure, avec la responsabilité scientifique portée par Esther Duflo, que je remercie à nouveau infiniment, d'assurer effectivement la continuation du nom et du travail de Daniel Cohen. Il y aura aussi le lancement d'un prix Daniel Cohen, dont Michel Cohen parlera dans un instant, qui sera complémentaire de la chaire, mais sur un volet de récompense d'une action publique, sociale, fondée sur la recherche et sur la science, comme toute la journée a montré que cela incarnait Daniel Cohen. Jean-Olivier Hérault va vous parler de la 3e initiative. Je voulais à nouveau vous remercier profondément d'être là et remercier tout le public et tous les intervenants de cette merveilleuse rencontre en hommage à un nom et une personne. Merci Frédéric. Je vais tout de suite m'inscrire dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. On va aussi nommer cet amphithéâtre Daniel Cohen. Ça sera à partir de maintenant l'amphithéâtre Daniel Cohen. Ensuite, après les interventions de Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, on va faire plus formellement donc cette dédicace. Alors pour moi, cet amphi, c'est comme une évidence. Cet amphi, un amphithéâtre ici, un amphi partagé entre le NS et PSE d'abord. Ensuite, bien sûr, un espace dédié au débat, dédié bien sûr à l'enseignement, à la recherche. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'était nul besoin de rappeler en quel point Daniel Cohen était présent dans toutes ces dimensions, qu'il les incarnait ici, sur ce campus. Et donc c'était important pour nous de pouvoir le faire. Et on est très heureux d'annoncer donc cet amphithéâtre dorénavant, ça sera l'amphithéâtre Daniel Cohen. C'était un bâtisseur d'école, mais aussi un bâtisseur au sens strict premier du terme, avec cette école, avec ses bâtiments. Et c'est que le prolongement de cette œuvre, cette action de Daniel. Voilà, donc ça c'est important, ce qu'on fera donc tout à l'heure après les interventions d'abord de Michel. Donc je te cède la parole très rapidement. Merci. Michel Cohen. Madame, Monsieur les ministres, Madame, Messieurs les directeurs de l'École normale supérieure, de l'École d'économie de Paris et du CEPREMAP, chers amis, chers tous. Martine, Pauline, Clara et toute notre famille vous remercie du fond du cœur pour l'organisation de cette journée d'hommage à mon frère Daniel, pour votre présence et pour tous vos témoignages si émouvants. Quelle belle journée d'hommage, quelle émotion. Pour préparer cette journée, je me suis rendu dans le bureau du directeur de l'École normale supérieure rue d'Ulm. J'ai franchi le portail, j'ai revu la cour d'entrée, la fontaine avec ses poissons rouges, qui sont encore là, les escaliers en bois, et j'ai repensé à ce mois
de septembre 1973, il y a très précisément 50 ans, où j'accompagnais mon frère à Normal Sup pour la première fois. Il venait d'être admis dans cette école qui allait changer sa vie. Il avait un sentiment d'euphorie, une joie immense, un peu d'incrédulité aussi, comme un rêve qui se réalise après tant d'efforts. Un immense respect pour l'institution presque un peu écrasante, cette école synonyme d'émancipation, d'ouverture, d'intelligence et de liberté. Moi, j'avais 13 ans et j'accompagnais mon frère Dan dans ce nouveau jardin d'Éden. Mon grand frère, donc je précise, car je sais à quel point il aimait qu'on nous pose la question lequel des deux est le grand frère, même si nous avions 7 ans d'écart. Aujourd'hui, nous célébrons donc en quelque sorte le jubilé de mon frère à l'école normale supérieure, après qu'il nous a quittés il y a 1 mois. Le jubilé, avant de devenir le défilé en carrosse de la reine d'Angleterre, c'est à l'origine, comme vous le savez peut-être, une tradition hébraïque millénaire qui voulait que tous les 50 ans, on sonne le chauffard et on annule toutes les dettes, tous les gages, toutes les hypothèques, qu'on restitue les héritages et les terres à leurs anciens propriétaires. Et je trouve que c'est un clin d'œil, une pratique, voire une utopie qui aurait plu à mon frère, lui qui a tellement travaillé sur la dette et qui a écrit, comme on l'a rappelé en 1986, un papier avec Goldman Sachs, avec Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, pardon pour le lapsus. Aïe, 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 aïe. Ça commence très mal avec Jeffrey Sachs, 1986, qui s'appelait Risk of Debt Repudiation. Le jubilé, donc. Mon frère Daniel est le dernier des Cohen à être né en Tunisie, où, d'après notre père, notre famille était installée depuis plus de 2000 ans. Cela lui a valu une méprise épouvantable quand l'ambassadeur de Tunisie l'a invité pour lui remettre une médaille de citoyen d'honneur, avant de se rendre compte qu'il s'était trompé de Daniel Cohen et l'avait confondu avec son homonyme biologiste. Eliès vient de me rappeler que Danny Briand s'appelle aussi Daniel Cohen, mais là, je pense qu'il n'y aurait pas eu de confusion. Quand mon frère est arrivé en France avec mes parents, ils ont vécu dans une pension de famille, rue des Écoles, face à l'école polytechnique. Et tous les matins, en ouvrant la fenêtre, mes parents voyaient l'école polytechnique dans son ancien campus, et c'est là que mon père a décidé que mon frère ferait polytechnique quand tous ses cousins, comme mon cousin Roland, se destinaient à la médecine. Mon frère et moi avons eu la chance d'être élevés par des parents intelligents qui nous ont donné le goût du savoir, des livres, le respect de la démocratie, de la République française et des institutions. Nous n'avons jamais été élevés dans l'amour de l'argent, mais dans l'amour des études et de la transmission. Dans notre culture, l'homme sage, ça a toujours été celui qui s'ouvre aux autres, celui qui crée du lien avec autrui et ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire. Mon frère a passé sa vie à ouvrir l'économie au monde et le monde à l'économie. En cela, c'était un sage, tout comme mon père médecin avant lui. Elena disait que c'était un grand médecin généraliste. Je crois que rien n'aurait pu faire plus plaisir à mon père. Mon frère et moi avons été entourés de tout l'amour et de la bienveillance de nos oncles qui étaient
tellement présents dans notre éducation, chacun à sa façon, un peu comme les valeureux d'Albert Cohen. Donc on a parlé du côté Woody Allen et Groucho Marx de mon frère, ça c'était mon oncle Miro. On a parlé de sa bienveillance, ça c'était mon oncle Marcel. On a parlé de son goût du paradoxe et de la contradiction, ça c'était mon oncle André. Je parle de l'importance des oncles pour ma nièce Pauline, qui sait qu'elle pourra toujours compter sur moi en toutes circonstances. Je le dis aussi pour mes enfants, David, Julien et Anna, qui ont perdu un oncle bienveillant qui les a entourés d'amour. Un oncle protecteur qui a été un modèle d'inspiration, un complice, une énorme source de lumière intellectuelle. Et je pense notamment à toutes ces vacances passées ensemble où il pouvait débattre avec nous de n'importe quel sujet, comme par exemple l'impact de la prostitution sur le PIB. Pour toutes les fêtes de fin d'année, ça a été rappelé, son amour des livres. Je me rappelle qu'il nous offrait à chacun des livres choisis précisément pour chacun d'entre nous. Et nous attendions tous de savoir qui allait recevoir quel livre. Bon, les plus chanceux, vous l'avez compris, recevaient Kundera. Les autres, Proust et les frères Ashkenazi, c'était le fin du fin, bien évidemment. Donc, on a tous eu quelque part notre part de livres offerts, choisis par mon frère pour chacun d'entre nous. Mon frère a été dévasté par la mort de mon père. Comme nous sommes dévastés par sa mort aujourd'hui. C'est là que j'ai réalisé à quel point il l'aimait, sans forcément lui avoir toujours montré de son vivant. Parce que mon frère était un rebelle dans l'âme, avec un esprit de contradiction solidement ancré. Ce matin, Laurent Fabius, qui était assis à côté de moi, me refaisait le geste de mon frère quand il s'apprêtait à vous contredire. Il faisait comme ça, vous reconnaissez tous son geste. Quand il faisait ça, ça voulait dire qu'en gros la contradiction arrivait, on le savait tous. C'était quelque part les prémices de ce qui allait arriver. Et comme mon père avait aussi l'esprit de contradiction, ces deux pôles négatifs se sont transformés en une formidable énergie positive qui a propulsé sa carrière vers des sommets. La carrière de mon frère est née d'un article de Jean-Jacques Servan-Schreiber dans le journal L'Express, où il prédisait que l'avenir appartenait aux économistes. Heureusement que JJSS n'a pas écrit que l'avenir appartenait aux cosmonautes, sinon mon frère aurait passé sa vie dans l'espace et le connaissant, il aurait déjà sans doute colonisé la planète Mars. En mai 68, il avait 15 ans et nous regardions ensemble les manifestations par la fenêtre. Mon père l'avait empêché de jeter des pavés sur les barricades et je crois que cette frustration l'a conduit à jeter toute sa vie des pavés sur l'ordre établi et toute forme d'idées reçues. Après une prépa avec son meilleur ami, Laurie, qu'on a écouté tout à l'heure, qu'il aimait tant, il a été reçu à l'école normale supérieure et à Polytechnique. Et il a choisi d'aller à Normale Sup, encore par esprit de contradiction. Et du coup, alors que j'étais moi-même reçu à Normale Sup quelques années plus tard, j'ai dû prendre sa place à Polytechnique, comme disait mon père, pour réaliser le rêve paternel de la rue des Écoles. Normale Sup, ça a été dit aujourd'hui et c'est tellement touchant. Normale Sup était la maison de mon frère. Cette école lui a tellement apporté et il lui a tellement donné. Je crois que vous en êtes tous les témoins. C'est là que son intelligence fulgurante a trouvé le terrain propice pour s'épanouir. Je me souviens de sa bande de copains intello-gauchistes. Michel les a rappelés tout à l'heure. Michel, Suzanne, José, Ted Guy. Certains sont là ce soir, pardon si j'en oublie certains. Je me souviens de cette bande d'intello-gauchistes. Ensemble, ils étaient vraiment les fantastiques. Et ça a été dit tout à l'heure, ils voulaient vraiment refaire le monde. Ils voulaient refaire le monde. Mon frère voulait refaire le monde. À tel point d'ailleurs qu'un jour, mon père a dû aller chercher Dan au poste de police qu'il avait arrêté parce qu'il distribuait des tracts incendiaires à la sortie des usines Renault.
Toujours par esprit de contradiction, il a failli échapper à son destin en se dirigeant vers les mathématiques et en passant son agrégation de maths. Puis la rencontre avec Anne, qui a tellement compté pour lui. Puis le service militaire en coopération à Caracas. Puis la rencontre à Harvard avec Jeff Sachs. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et comme Jonas dans le ventre de la baleine, la prophétie s'est enfin réalisée et mon frère est devenu le prophète non égaré des temps nouveaux qu'on connaît. L'un des plus grands économistes de son temps. Il a fait du département d'économie de Normal Sup l'un des meilleurs du monde. Il a contribué à la création de l'école d'économie de Paris, qui est une référence mondiale. Il a conseillé passionnément, notamment à la Banque Lazare, des gouvernements, des banques centrales, des ministres, des présidents. Je tiens à le dire ici pour tous ceux qui sont là. Il adorait ses élèves. Il adorait ses élèves qui étaient ses pépites d'or. Les bébés Cohen, comme les appelle le président Emmanuel Macron. Il a formé des économistes parmi les plus brillants et les plus influents de leur génération. Et comme ça a été dit, c'est par le rayonnement de ses élèves que mon frère aura l'impact le plus important. Il a notamment été le professeur d'Esther Duflo, Esther que je remercie du fond du cœur, je ne sais pas où elle est là, Esther que je remercie du fond du cœur, pour tout ce qu'elle fait à sa mémoire. En présidant le jury d'attribution de ce qui sera donc la chaire Daniel Cohen, chaire d'économie à l'école d'économie de Paris, à l'école normale supérieure, ou le prix d'économie Daniel Cohen qui doit effectivement récompenser une action, on en reparlera avec Esther, quelque part faisant le lien entre l'économie et les politiques publiques, ou en acceptant, comme vous l'avez fait Esther, de préfacer son prochain livre, posthume. Car mon frère a écrit des livres brillantissimes avec l'appui de ses éditeurs Perrine et Alexandre. On a tous et toutes notamment en tête la première phrase de son livre « Richesse du monde, pauvreté des nations ». L'homme le plus pauvre du monde est une femme africaine. Et moi, je suis l'homme le plus riche du monde. Car j'ai été le petit frère de Daniel Cohen. Avec le recul, bien sûr, je me dis que j'ai gaspillé tellement de temps que j'aurais aimé passer à ses côtés. Pardon. Enfin, ça a été rappelé tout à l'heure, mon frère adorait les histoires de frères et les histoires de beaux-frères. Combien de fois il a parlé de moi dans ces réunions publiques et de mes beaux-frères, et combien de fois après ces réunions des gens sont venus me dire en disant « C'est toi le petit frère de Daniel Cohen ?» Ben mon vieux. Et ça, c'était tout mon frère. Il adorait ces histoires. Pour finir, j'aimerais dire quelques mots aux femmes de la vie de mon frère. Ma mère, qui nous regarde en direct grâce à ses caméras, Martine et ses filles Pauline et Clara. Maman, ce qui arrive est contre nature. Pour une mère, il n'y a pas d'âge pour perdre un fils. Je suis immensément triste, je suis en colère, j'ai envie de hurler de douleur avec toi. Dan ne méritait pas ça, et toi non plus. Dan disait à l'hôpital qu'il apprenait la maladie, et comme toujours, il l'a appris vite, beaucoup trop vite. Comme tu me l'as dit et comme ça a été rappelé aujourd'hui, et je tiens à le souligner, Dan a une vie énorme, une belle vie. Et il va tellement nous manquer. Martine, tu as complètement transformé la vie de mon frère. Tu as éclairé l'univers austère d'un homme plongé dans ses bouquins en une vie joyeuse, une fête permanente de chaque instant. Tu lui as donné ses plus grands moments de bonheur. Tu l'as accompagné jusqu'à la fin, avec un amour, un courage et un dévouement sans faille.
Ces derniers mots à l'hôpital étaient pour dire à quel point il t'aimait, et je suis à tes côtés. Je partage ton immense chagrin. Pauline, Clara, mes chéris. Bon, tout le monde a parlé de Pauline aujourd'hui et des coups de fil de Pauline à mon frère et le fait qu'il était capable de s'interrompre dans n'importe quelle discussion avec n'importe qui pour répondre aux appels de sa fille Pauline. Et c'est vrai qu'il a commenté les différentes étapes de la vie de Pauline absolument dans toutes les circonstances. Donc, je peux dire que tu as été quelque part la grande œuvre de sa vie. Et quant à toi, Clara, tu as toujours été sa fille de cœur. Pauline, Clara, mes chéris, il y a des moments de vérité dans la vie. Et cette épreuve en est un. Dan et moi l'avons vécu avec la mort de notre père. Au-delà de la douleur, nous savions d'où nous venions. Ce que mon père, mes oncles et ceux qui nous avaient précédés avaient fait pour nous. Nous savions qui nous étions, nos valeurs, ce que nous voulions transmettre et faire de notre vie. Et je crois que, effectivement, aujourd'hui, on vit un tel moment de vérité et que c'est important de savoir ce qu'ont fait avant vous, mon frère, et ceux qui vous ont précédés, et qui nous sommes et où nous allons. Le jour de l'enterrement de Dan, le rabbin Ariel Messas, qui était là tout à l'heure, nous a rappelé qu'il y a deux types d'éternité de l'âme. Il y a l'éternité dans le ciel, et celle-là, chacun se la représente à sa façon. Et il y a l'éternité sur terre, au travers de ce que mon frère a construit et nous a légué, ce qui nous a transmis, ses enseignements, ses travaux, ses ouvrages. Cette éternité-là, c'est à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de la faire vivre comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour sentir sa présence. Pas sa présence physique, bien sûr, mais la présence bienveillante de son âme qui veille sur nous, qui nous couvre de son regard doux, qui nous contredit en permanence pour nous faire voir la lumière de mon frère chéri, Dan, qui brûle au cœur de chacun d'entre nous. Je crois qu'au nom de vous toutes et tous, je te remercie, Michel, du fond du cœur aussi, ainsi que Martine et Pauline et Clara et toute la famille, d'être là et de nous considérer à vos côtés. Je suis très heureux et honoré de passer la parole maintenant. J'ai dit, voilà, on se situe à tous les extrêmes de la personnalité de Daniel Cohen. Je passe la parole à Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en la remerciant infiniment d'être là aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire que, cher Michel et chers tous et toutes, passez derrière vous. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Mais je crois que c'était, avant de faire le protocole correct, je voudrais le dire, c'est un exercice, et je sais que Bruno, avec Bruno, qui nous tenait particulièrement à cœur. Je pense que les hommages que vous avez pu avoir toute cette journée ont été si forts, à l'image de celui, cher Michel, qui vient d'être donné de façon beaucoup plus personnelle, et qu'il était aussi, pour nous, important, pour moi, mais Bruno le dira après aussi, mais important de lui donner un hommage plus institutionnel. Beaucoup de choses que je vais dire dans ce texte ont été dites certainement encore plus fort et plus vécues et beaucoup mieux que moi. Mais cet hommage est un hommage, effectivement, pour ma part, de sa profession, je dirais, de ses convictions et de sa vie aussi, tel que ça a été dit, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de différents rôles qu'il joue. Et merci de me donner l'occasion de le faire officiellement avec vous, même si c'est bien difficile de passer après vous. Monsieur le ministre, cher Bruno, messieurs les présidents et directeurs, surtout mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants et étudiantes,
Alors pour moi, c'est beaucoup d'émotions, même si je ne le connaissais pas beaucoup dans mon ancienne carrière. J'ai assisté à des présentations, j'étais dans la salle et je l'écoutais. Et c'est cette image-là que j'ai gardée de lui. Moi, il ne me connaissait pas et moi, je le connaissais. Moi, je ne suis pas dans son, je dirais, domaine. Et pourtant, ce sont ces gens-là que l'on va écouter et voir et qui nous apportent beaucoup dans tous les domaines qui représentent ce savoir et cette connaissance si important. Donc, c'est effectivement important qu'on soit là aujourd'hui pour un homme et un parcours exceptionnel. Je parlerai aussi d'un destin finalement exceptionnel, on l'a vu. Et comme tout destin, à l'image de cette salle réunie, quand je vous vois tous debout en haut des marches, et je pense encore plus derrière en ligne. Daniel Cohen, ça a été dit, nous a quittés trop tôt. Mais en fait, on la voit, on l'a vu, je l'ai entendu depuis que je suis là, son indépendance, sa vivacité, évidemment, continue et continueront. Et continueront encore longtemps, en particulier à inspirer les jeunes, les générations futures. Et je voudrais m'inscrire dans ce discours. Il possédait effectivement cette agilité, si caractéristique des plus grands esprits des siècles passés, présents et à venir, qui lui permettait finalement de passer sans effort d'un milieu dit académique, mais aussi, et ça a été dit, à un milieu politique. Sa hauteur de vue, mais aussi son érudition, était, je crois, sans pareil, ou en tout cas peu connue pour d'autres personnes. Il savait prendre une idée, la développer avec la rigueur que connaît ce monde académique et scientifique, mais aussi la communiquer et faciliter sa transmission avec un enthousiasme captivant. Ainsi, Daniel incarnait-il cette si belle mission qui est confiée à mon ministère, celle de repousser toujours plus les frontières de la connaissance et d'en assurer cette transmission. Oui, je crois qu'il s'agissait avant tout, ça a été dit, de transmettre. Beaucoup l'ont rappelé aujourd'hui, Daniel était un incroyable pédagogue, un de ces enseignants qu'on n'oublie pas et qui, quand on les rencontre, changent nos vies. Toujours animé par la volonté de partager ses découvertes, que ce soit effectivement pour susciter ses vocations chez les plus jeunes, et en particulier chez ses pépites, ses étudiants, que pour éclairer aussi le grand public ou les politiques. Daniel était aussi un homme d'une grande technicité. Normalien, agrégé de mathématiques en 1976, il fit effectivement partie de cette première vague d'économistes français à avoir largement recours à ces modèles mathématiques pour analyser ces questions économiques. Spécialiste de la dette souveraine, il fut aussi l'auteur d'énormément d'ouvrages dans lesquels il explore toutes ces évolutions du capitalisme contemporain, analysant aussi bien les effets de la mondialisation que le rapport au travail et le développement du populisme. Pourtant, jamais Daniel Cohen s'est retranché dans cette, j'avais les mêmes mots, tour d'ivoire académique, de cette curiosité intellectuelle sans limite. Il avait l'art d'apporter à son travail, à cette modélisation, une dimension non seulement historique, scientifique, mais je crois aussi politique, n'ayant de cesse de croiser les disciplines, donc encore à l'avant-garde, et les approches pour mieux éclairer ce que l'on vit au quotidien et dans le réel. Il a ainsi su tirer parti du cadre institutionnel, et on y revient largement, dans lequel il a eu la chance, mais aussi il a voulu évoluer, pour s'inspirer des avancées les plus récentes dans nombre de disciplines, en convoquant tour à tour la sociologie, la psychologie, l'histoire, les sciences, avec un grand S, et bien sûr cette philosophie, sans citer l'économie. Grand lecteur, et je crois qu'on se rejoint de Kundera, de Garcia Marquez ou encore de Vargas Llosa et encore beaucoup d'autres dont vous avez cité aussi, il égrenait ses analyses économiques avec ses références littéraires. Il donnait ainsi vie à ce qu'on peut appeler ses nombreuses découvertes. En fait, l'immense curiosité de Daniel Cohen, sa capacité singulière à établir des ponts entre les disciplines et entre les gens, sont autant de qualités qui lui ont permis de devenir l'un de ces économistes français les plus renommés de notre temps. Il renoue ainsi avec une tradition intellectuelle bien française, celle de ce qu'on peut appeler les Lumières, de ces intellectuels complets qui étaient à la fois philosophes, fin lettrés
et évidemment économiste. C'est aussi grâce à cette approche pluridisciplinaire, peut-être si caractéristique de Daniel Cohen, qui a suscité l'engouement de toute une génération d'économistes de renom, que je cherche dans la salle, mais qui en a plein, dont un certain nombre sont vraiment présents ce soir, que moi aussi je voudrais remercier et saluer. Penseurs engagés, acteurs incontournables de notre démocratie, il considérait en fait ces recherches comme un acte citoyen, contribuant à éclairer le débat d'idées, et puis peut-être encore, je rajouterais, favoriser cette libération dont on a tant besoin. Son approche était globale, son esprit novateur, toujours à l'affût de ces nouvelles idées et de ces nouvelles problématiques à résoudre. Il avait le goût de cette liberté et de l'indépendance, peut-être même chevillée au corps. C'est cet avant-gardisme qui l'avait amené à s'intéresser dernièrement à la révolution numérique dans son dernier ouvrage Homo numericus, la civilisation qui vient. Par son talent, sa personnalité, et ça on ne peut pas l'enlever, c'est le binôme, mais aussi son engagement profond au service de notre jeunesse, Daniel Cohen démontre pleinement cette porosité qui existe tout naturellement entre le monde académique et la société dont on fait pleinement partie. La recherche et les résultats qui en découlent n'appartient pas à quelques-uns. Elle doit être au contraire ouverte, elle doit circuler et profiter au plus grand nombre, aux citoyens et citoyennes. Daniel Cohen l'avait bien compris, il en a fait l'objectif de sa vie de chercheur. C'est pour ça que finalement, à travers son œuvre, il a contribué de manière essentielle à faire avancer la discussion autour des grandes questions. Effectivement, grande question de notre époque, qui permet aussi d'éveiller conscience, réflexion et aussi avancer, mais en refusant toujours de s'abaisser à un certain dogmatisme. C'est vraiment cet héritage qui perdurera, je le sais, en particulier au sein de l'école normale et au sein de ce qu'il a aussi créé, je voudrais en dire un mot, l'école d'économie de Paris. Cette école, dont il fut l'un des fondateurs, a pleinement réussi aussi à imposer sa marque, je l'utilise, mais je parlerai plus d'une patte, au niveau international, sur un modèle finalement très original, mais peut-être pas pour nous, universitaires, qui associe une recherche de pointe à une formation d'excellence à et par la recherche. 17 années après sa création sous la forme d'une fondation de coopération scientifique avec de nombreux partenaires, c'est aussi ce qui fait sa force, l'école se situe aujourd'hui au meilleur niveau international dans le domaine de l'économie et dispose de cette visibilité et de cette attractivité incontestable. Elle a su trouver sa place dans un domaine qui est en fait très concurrentiel de cette recherche en économie, sur le plan mondial, avec une place, une patte particulière. Sa renommée est donc internationalement reconnue, que ce soit au niveau de certains classements. L'école est classée 5e dans certains classements internationaux sur les Research Papers in Economics, ce qui, je crois, est important dans la notion de publication, de donner l'information, de partager cette connaissance. Cette force visibilité, elle repose également sur la grande notoriété de ses membres, qui publient non seulement dans les meilleures revues, mais qui apportent et qui partagent cette connaissance. L'école développe par ailleurs ses activités de formation de haut niveau, dans le cadre notamment de sa participation à des diplômes nationaux, de master, de doctorat, qui sont accrédités par les établissements membres fondateurs de l'école. C'est finalement un véritable creuset d'excellence de la recherche et de la formation en économie. L'école compte à ce jour, je crois, près de 150 chercheurs, enseignants-chercheurs, 150 aussi doctorants environ, autour de talents qui contribuent justement à ceux aussi internationalement reconnus comme la Paris School of Economics. Notre présence sur ce campus Jourdan est donc un symbole fort, à quel point, qui souligne, s'il le fallait, à quel point Daniel Cohen a marqué ces générations de chercheurs. À quel point aussi il est nécessaire de continuer à soutenir cette école qui a vu le jour en particulier grâce à lui. Le positionnement de cette école d'économie dans son environnement
doit rester essentiel. Et la continuité de son activité doit être affirmée et garantie. Alors pour cette raison et pour participer à cet hommage qui nous tient tant à cœur, mais aussi à cette continuité de recherche, de formation, et parce que j'ai eu dernièrement entre les mains, les calendriers font les choses en cohérence avec les conclusions d'une enquête menée par l'Inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, et je dirais aussi de constat, même si elle n'est pas finie, de Jean-Luc Tavernier. Donc tout se construit, tout se focalise. J'ai décidé de doter cette école d'un financement récurrent et pérenne qui permettra de renforcer, de rassurer durablement l'ensemble de ses membres et de participer aux diverses actions que vous allez mener avec l'ensemble des participants, mais toujours dans le souvenir de Daniel Cohen. Mon ministère attribuera donc dès cette année 400 000 € pérennes, soclés comme on dit, et c'est un premier geste fort que je tenais à annoncer aujourd'hui, pour participer concrètement avec cette transmission du savoir à et par la recherche, avec la concrétisation de projets qui sera soutenu par cette école, au sein de cette école et porté par ses membres. Je crois qu'il est important de le donner concrètement, de façon pérenne, et comme ces rapports arrivent, de pouvoir vous annoncer un travail auquel tous les membres participeront et qui sera une continuité, une annonce dans cette école. C'est pour moi la garantie d'assurer un avenir à l'école avec ses membres, mais aussi de le dire aujourd'hui en hommage pour cette transmission, cette pérennisation de la recherche, de la formation à et par la recherche. Merci à vous tous. Merci. Madame la ministre, je peux manquer de réagir et de vous remercier vivement par rapport à l'annonce que vous venez de faire. Je l'avais dit ce matin, à quel point il était important par rapport à ce qu'avait fait Daniel Cohen en créant cette école, en ce qu'il avait réussi à constituer, comme vous l'avez rappelé, en termes d'impact, de visibilité, de pouvoir s'assurer que dans le futur, on allait pouvoir continuer avec la même force et encore plus de force. Et ce que vous venez d'annoncer, effectivement, est effectivement d'un soutien pour nous, une reconnaissance et d'un soutien très important pour le futur. Donc vraiment, au nom de toute l'école, de tous les chercheurs, de tous les enseignants, de tous les, bien sûr, les mastériens, les doctorants, donc les étudiants, je voulais vraiment vous remercier sincèrement de cette annonce qui va droit au cœur, et je crois qu'il faut penser bien sûr à Daniel dans ces moments-là. Merci. Donc il me revenait le plaisir et l'honneur d'introduire le maire, monsieur le ministre de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Je sais à quel point vous avez des liens tellement particuliers avec cette école, ces écoles, comme Daniel, de toute façon, avait ses liens particuliers avec ces deux écoles. Vous avez rappelé en arrivant le lien d'effectif que vous avez avec l'école normale supérieure, et on sait tous le rôle que vous avez joué dans la création de l'école d'économie de Paris. Donc c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup d'être là. Madame la ministre, chère Sylvie, mesdames et messieurs les directeurs, cher Michel, chère famille de Daniel Cohen, et surtout à vous toutes les étudiantes et les étudiants qui sont présents ici, je veux dire le grand bonheur que j'ai à retrouver les locaux de Jourdan, où je n'étais pas revenu depuis 35 ans, depuis que j'ai passé mon oral de philosophie pour l'entrée à Normale Sup. Heureux et en même temps triste, puisque nous sommes ici pour rappeler la mémoire d'un ami, d'un frère, d'un père, d'un mari, un homme exceptionnel, Daniel Cohen, un homme, tu l'as dit, cher Michel, qui voulait refaire le monde et qui y est presque arrivé. Un homme qui avait des attitudes singulières, des aptitudes géniales en mathématiques,
en économie, dont il a été respectivement agrégé en 1976 et en 1988. Je le dis pour les étudiants qui sont présents ici, une agrégation, ça ne suffit pas. Il en faut au moins 2. Capable de parler pendant des heures dans les moindres détails d'économie monétaire, de crise de la dette, de mécanique de la croissance, de fonctionnement du marché du travail, avec toujours passion, fougue, emportement, malice, avec un pétillement dans le regard, un aigu dans la voix, une autorité dans le raisonnement qui aurait sans doute convaincu un banquier de Goldman Sachs d'aller investir dans l'élevage au Burkina Faso, ou un ministre des Finances d'Emmanuel Macron de nationaliser la production d'électricité en France, ce que nous avons fait. Daniel était un économiste de renommée mondiale. Il l'était sans doute parce qu'il avait un caractère particulièrement français et qu'il n'était pas un de ces économistes qui ne se reposent que sur les statistiques, que sur les chiffres. C'était un économiste dont les racines étaient profondément et sincèrement littéraires. Il avait une capacité à convoquer dans tous ses raisonnements la philosophie, la psychologie, l'histoire, le romanesque, l'histoire littéraire française pour comprendre le monde et saisir au plus près le fonctionnement des hommes. Je pense qu'il avait compris une idée que je partage. L'économie est d'abord une histoire d'humanisme, avant d'être une histoire de chiffres et de sciences. Et la première découverte que j'ai faite de Daniel Cohen, il y a bientôt 30 ans, en 1994, avant que nous soyons aussi liés, c'est à l'occasion de la publication de son 3e ouvrage, Infortune de la prospérité, titre génial au passage, dans lequel il écrit, et c'est évidemment ce qui m'a touché, « La croissance s'est enfuie, et comme Proust apprenant que mademoiselle Albertine est partie, on a d'abord pensé cela n'a aucune importance parce que je vais la faire revenir tout de suite. Mais la croissance, comme Albertine, n'est jamais revenue, et la politique économique déçue a fini par décréter sa propre inutilité, reportant sur la croissance infidèle la responsabilité de ses malheurs. » Daniel Cohen était un Proust de l'économie. Et tout est déjà là. Un style fluide, un diagnostic sans concession, une proximité immédiate avec le lecteur pour l'amener sur son terrain. C'était un esprit du XVIIIe siècle, égaré au XXe et au XXIe. Un esprit qui croisait les savoirs, qui croisait les lectures, qui croisait les références. Dans le fond, un des derniers esprits universels français. Dans notre nation qui aime tellement mettre les gens dans les cases, dans les boîtes, et leur coller des étiquettes dans le dos ad vitam aeternam, lui a su rester un homme libre, capable de puiser à toutes les sources, d'écrire ce qu'il avait à écrire, de dire ce qu'il avait à dire, de transmettre ce qu'il avait à transmettre. Il a été un immense professeur, un grand conseiller, et aussi, au sens noble du terme, un vulgarisateur. C'était un professeur à part, de ceux qui vous emportent tout de suite, de ceux dont on ne sèche jamais les cours. Et je voudrais rendre hommage ici, à travers l'École normale supérieure, à tous les enseignants, tous les professeurs, tous les chercheurs, qui restent l'âme vive de notre pays, et qui sont, pour le ministre de l'économie que je suis, probablement ceux qui sont les plus importants pour l'avenir économique de notre nation. L'économie se joue à l'école et nulle part ailleurs. Il est un des rares, on peut dire d'ailleurs, qu'il a fait école, au sens propre comme au sens figuré. C'est lui qui a osé, au début des années 1990, au sein d'une école normale supérieure où on était soit scientifique, soit littéraire et rien d'autre, créer un département d'économie. Ça vous paraît naturel ici? Ça vous paraît noble, l'économie? À l'époque, très ancienne, celle à laquelle je rentrais dans cette école normale supérieure, il n'y en avait que pour les lettres et les sciences dures, et l'économie appartenait au département des sciences sociales, peu molle, peu incertaine, en tout cas moins digne de respect que la littérature, le grec et le latin, ou les sciences fondamentales. Et c'est lui
qui a imposé la création de ce département d'économie à l'École normale supérieure. Et il l'a fait malgré la méfiance, malgré l'isolement, malgré le conservatisme qui reste parfois un des traits de cette École normale supérieure, mais ce qui en fait aussi sa grandeur. Il l'a fait avec une poignée d'étudiants qui ont fini par former une seconde famille. Il l'a fait avec, non pas de l'autoritarisme, mais du charme, de l'humour, de la séduction, de la passion, de la pédagogie. Et son cours d'introduction générale, en première année, est devenu l'un des cours les plus suivis de l'École normale supérieure. Comme tout grand enseignant, comme tout grand professeur, il a eu ses disciples, qui sont tous plus prestigieux les uns que les autres. De Antoine Boziot à Esther Duflo, merci chère Esther, qui, fidèle à cette discrétion, mais je t'ai repéré quand même, est au cœur de cet amphithéâtre Camille Landais, Augustin Landier, Thomas Piketty, Pascaline Dupas, Gabriel Zuckman, sans oublier évidemment Emmanuel Fary, qui nous a également quittés récemment. Ce sont des compagnons avec lesquels Daniel Cohen a continué d'œuvrer en participant à la création de l'École d'économie de Paris en 2006. Chacun connaît l'histoire de cette école, cher Michel, je ne reviendrai pas dessus, mais j'ai un souvenir encore extrêmement vif de cette visite de Daniel Cohen dans mon bureau de directeur de cabinet du Premier ministre, alors que nous étions engagés dans la réduction de la dépense publique, qui commence évidemment, comme toujours, par l'éducation nationale, où un investissement avait échappé à toutes les coupes budgétaires, c'est la création de l'École d'économie de Paris. Et je me souviens, j'avais raconté des arguments un peu originaux de Daniel, mais je me souviens surtout de la réaction du Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, me demandant « Mais qu'est-ce que vous allez faire, Bruno, avec cette École d'économie de Paris de 200 millions d'euros qui nous coûte cher, qui nous rapportera rien et qui va nous taper dessus matin, midi et soir ?» Il n'avait pas tort, et pourtant je reste attaché à cet héritage, et je vous promets que je n'irai pas tailler dans les annonces qu'a faites Sylvie sur les 400 000 euros. C'est une excellente initiative, et je salue l'immense habileté de la ministre des Universités, qui a coincé le ministre des Finances un vendredi soir, en fin de semaine épuisante de PLF, pour sanctuariser 400 000 euros pour l'École d'économie de Paris. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est un sacré tour de force. En tout cas, je salue cette idée, je salue évidemment cette école d'économie parce que ça fait partie des immenses succès français. Et je suis convaincu que porter la doctrine économique française, les doctrines économiques françaises, partout à travers le monde, c'est un gage de rayonnement et un gage de puissance de notre nation absolument indispensable. C'était également, je l'ai dit, un conseiller. Et c'est un des immenses mérites de Daniel Cohen. Il ne vivait pas, Michel l'a dit, dans sa tour d'ivoire. Il était sans cesse à la fois dans sa bibliothèque et auprès de ceux qui décident. Pour lui, théorie et pratique allaient ensemble. Et tout au long de sa carrière, il s'est engagé pour mettre en place les solutions les plus efficaces. Il a conseillé de nombreux gouvernements. Il a été consultant auprès de la Banque mondiale, auprès de l'Agence française de développement, de la Banque Lazare, et il a créé le Finance for Development Lab, toujours à l'École normale supérieure, qui a apporté la preuve de son efficacité. Il a été au cœur des réflexions sur les dettes souveraines. Il a défendu sans faille la monnaie unique européenne, à laquelle les plus jeunes d'entre vous ici sont habitués, mais qui à l'époque faisait l'objet de débats et de critiques féroces. Et sans doute que la série d'articles qu'il a publiés sur ce sujet, au tournant des années 1990, a compté dans la création de l'euro. Et quand je dis qu'il voulait changer le monde et qu'il y est presque arrivé, je considère que l'euro doit beaucoup à Daniel Cohen. C'était un intellectuel influent, un intellectuel qui avait de la suite dans les idées et qui considérait au plus profond de lui-même que les idées n'avaient de sens que si elles se traduisaient en actes. On connaît aussi son rôle au sein du Centre pour la recherche économique et ses applications, du Conseil d'analyse économique ou encore de la Fondation Jean Jaurès. Il ne craignait pas la confrontation, il aimait la confrontation. Il ne considérait pas qu'il avait la vérité révélée, il estimait que la vérité se construit dans la confrontation avec la dure réalité. Et lui qui était, chacun le sait,
profondément ancré à gauche, m'a toujours apporté, de manière continue depuis plus de 6 ans, son expertise aux moments les plus difficiles. Et je me souviens de coups de fil parfois tôt le matin, parfois tard le soir, alors que nous étions en pleine crise du Covid, qu'il fallait trouver des solutions, et des solutions qui dans le fond lui correspondaient assez bien parce qu'elles dépassaient totalement le cadre de ce que nous avions jamais imaginé un jour. Et lui me disant « mais je sais que tu es attaché au rétablissement des comptes publics, Bruno, je sais que tu es attaché au désendettement de la France, mais là, il va falloir que tu mettes ça dans ta poche pendant quelques temps parce que moi je pense qu'il vaut mieux dépenser 300 milliards tout de suite pour sauver l'économie que nous retrouver ruinés demain avec des entreprises par terre et un chômage qui explose. » Et dans ces moments où il faut prendre la décision, où il faut conseiller aussi des décisions au président de la République et faire des choix fondamentaux. Est-ce qu'on ouvre tout grand les vannes et on protège tout le monde? Ou est-ce qu'on attend encore un peu parce que tout de même, mettre 300 millions d'euros, 300 millions. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est l'inconscient qui parle. Hein. 300 milliards. Je m'en remets difficilement, vous voyez. Déjà les 400 000 euros de Sylvie. Mais alors en plus les 300 milliards. Daniel, je sens que tu m'entends là. Donc les 300 milliards, ils sont difficiles à sortir de sa poche et des comptes du Trésor. Et je pense qu'avoir une voix aussi sage que celle de Daniel Cohen qui vous dit « mais il n'y a pas d'hésitation à avoir ». C'est vrai que ça sort du cadre. C'est vrai qu'on n'a jamais fait ça, mais il faut le faire. C'est précieux et ça lui doit beaucoup. Enfin, c'était, je l'ai dit, plus qu'un professeur, plus qu'un conseiller, un vulgarisateur au sens noble du terme. Et tout cela ne faisait qu'un. Convaincre, expliquer, enseigner et transmettre à travers ses tribunes dans la presse, au Nouvel Obs, de ses interventions à la radio, en particulier sur France Culture, des débats télévisés. Et à travers, bien entendu, je rends hommage à son éditeur, ses livres, Richesse du monde, pauvreté des nations, la mondialisation et ses ennemis, 27 questions d'économie contemporaine, 16 nouvelles questions d'économie contemporaine. Ces livres se lisaient comme des romans. Ces livres se dévoraient. On ouvrait la première page, il fallait qu'on aille jusqu'à la dernière. Et ces livres continueront de se lire longtemps parce qu'ils sont simples d'accès, qu'ils sont éclairants et qu'ils sont puissants. Je voudrais conclure en m'arrêtant justement sur deux de ces derniers livres, qui sont tournés vers le futur et qui, si on est tout à fait honnête, au-delà de la malice, de l'humour, de la générosité, de l'immense appétit de vivre qui était celle de Daniel Cohen, traduisent aussi une certaine inquiétude. Car il y avait de l'inquiétude chez Daniel Cohen. Et je pense qu'il n'aurait pas été un penseur aussi important s'il n'avait pas aussi été travaillé par cette inquiétude sur le monde qui vient. Le premier, c'est un ouvrage collectif intitulé « Les origines du populisme » qui analyse scrupuleusement la perte de confiance dans les autorités scientifiques et gouvernementales. Publié en août 2019, il entrevoit l'appauvrissement de l'esprit critique, la marginalisation du savoir, l'esprit tribal qui exploseront, hélas, quelques mois plus tard, à l'occasion de la crise sanitaire et dont je ne suis pas sûr que nous soyons tout à fait sortis. C'est lui qui parle de la marginalisation du savoir. Je pense que tous les étudiants qui sont présents ici doivent savoir que le savoir est une conquête et pas une donnée. Et que cette marginalisation du savoir, dans beaucoup de pays à travers la planète, notamment les pays occidentaux, est un des phénomènes les plus préoccupants qui nous soit donné de vivre. Et que votre responsabilité à vous toutes et à vous tous, c'est de considérer que le savoir que vous possédez, s'il veut être utile, doit se répandre et non pas se disperser. Le second, Homo numericus, la civilisation qui vient, est hélas tout aussi sombre et tout aussi prophétique. Daniel Cohen s'inquiète des conséquences des révolutions numériques et du développement de l'intelligence artificielle. Il craint non pas une simple rupture technologique, mais un véritable tournant anthropologique qui modifierait notre façon de penser, de prendre des décisions, de vivre en société, si nous ne faisons rien et si nous ne reprenons pas la maîtrise de ce tournant anthropologique. Et je voudrais vraiment que toutes celles et tous ceux qui sont présents dans cet amphithéâtre se disent bien que l'héritage de Daniel Cohen, qui nous appartient de faire vivre, ce n'est pas simplement ses analyses économiques,
Ce n'est pas simplement ses conseils économiques. Ce n'est pas simplement son regard sur le fonctionnement économique et financier de la planète. C'est aussi cette part d'inquiétude qui doit être une incitation à penser par nous-mêmes et à agir. Et pour terminer par une note plus personnelle, une des questions que je me suis posée avant de venir ici, question que je m'étais dans le fond jamais posée. Pourquoi est-ce que Daniel Cohen et moi, nous nous entendions si bien? Nous qui venions d'origine familiale, culturelle, religieuse, intellectuelle, politique, aussi différentes. Qu'est-ce qui a fait de nous deux amis au sens le plus fort du terme? Quelle passion commune. Alors j'aurais pu répondre la lecture, il était passionné de lecture, je le suis aussi. J'aurais pu répondre l'écriture. J'aurais pu répondre aussi une de nos grandes passions communes, la transmission. Car rien n'est plus essentiel quand on a un peu de savoir ou un peu d'expérience que de la transmettre, que ce soit par l'enseignement ou la politique. Et finalement, la politique est toujours une forme d'enseignement et l'enseignement est toujours politique. Mais je vais vous surprendre, je pense que ce n'est pas ça qui nous rassemblait le plus, qui avait encore plus profond que la littérature, l'enseignement, la transmission. Le goût de la rébellion. Chose qui ne se voit pas spontanément quand on est... Et pourtant, qui est fondamentalement, je crois, ce qui nous rassemblait. La rébellion, c'est ne pas être d'accord avec le monde tel qu'il est. Et c'est la seule leçon, si je peux me permettre, dans cette école normale supérieure, où les agrégés passent la leçon qu'il faudrait peut-être retenir de Daniel Cohen et que je voudrais transmettre aux jeunes qui sont présents ici. Ne soyez jamais d'accord avec le monde tel qu'il est. Madame, Monsieur le ministre, Michel, Martine, peut-être, à vous asseoir là un instant, ou à vous tenir là derrière vous. Nous avons répété un geste très compliqué. Nous ne vous avons pas confié ce geste parce qu'il est très technique et on espère qu'on va faire.